Parfait. Voilà, donc notre sujet, ben, c'est René Girard et ce que sa pensée peut apporter en matière de management. Donc René Girard est décédé en 2015. C'était un anthropologue. Certains disent un psychosociologue, d'autres un philosophe. À vous d'en décider à la fin de mon intervention. Voilà. Pour commencer, quelques repères biographiques. Là-dedans, je noterai 2 points caractéristiques. La formation de René Girard, qui est diplômé de l'école des Chartes, et un doctorat d'histoire. Et d'autre part, l'autre point très important, c'est qu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il s'y est marié, il s'y est installé. Et donc, ça le met à part par rapport à l'intelligentsia française. Et donc, il aura consacré toute sa vie à l'enseignement et à l'élaboration de la théorie mimétique. Alors, cette théorie développe une vision tout à fait étonnante de l'être humain, étonnante parce qu'elle est à la fois très originale et très banale. Alors, je dirais, donc Benoît a expliqué que j'avais une formation scientifique, eh bien, c'est une vision dans laquelle les esprits scientifiques se sentent à l'aise, parce que Girard explique beaucoup de phénomènes à l'aide d'un tout petit nombre d'axiomes, un tout petit nombre d'hypothèses. Le management avec Girard, eh bien, le management est un phénomène humain, pas marginal, et la pensée girardienne a quelque chose à en dire. Mais Girard n'a jamais traité directement le sujet. Donc, nous garderons ça pour une seconde partie. Alors, ma légitimité pour parler de management et de René Girard, eh bien d'abord, j'étais un manager, j'ai travaillé 37 ans dans les groupes EDF et Gaz de France qui s'appelle maintenant Engie. J'ai occupé des postes de management de toutes sortes. J'étais manager de terrain, j'ai été directeur de filiale opérationnelle, j'ai été manager d'experts lorsque j'étais directeur de la veille stratégique du groupe EDF. J'ai également occupé le poste de directeur délégué d'EDF et Gaz de France en Corse. Et parallèlement à mon métier de manager, j'ai découvert René Girard il y a un peu plus de 25 ans et c'est une pensée qui m'a passionné. Ensuite, les hasards de l'existence m'ont permis de faire connaissance avec diverses personnes dans le cercle de ses disciples et je les ai rejoints. Je suis membre de l'association Recherche Mimétique et j'écris des articles pour le blog de cette association et, comme le disait Benoît, j'en suis devenu l'animateur. Donc, dans cet exposé, on aura 2 parties. Dans un premier temps, je vais présenter le système anthropologique de Girard et dans un deuxième temps, nous parlerons plus précisément de management. Et puis, dans une troisième partie, un temps d'échange est prévu pour des questions-réponses. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, le système Girard s'organise en 5 moments que vous voyez sur ce graphique. Le désir mimétique, la rivalité et l'affrontement des doubles, la crise dans la communauté, le sacrifice du bouc émissaire et la naissance du sacré et de la culture. Donc, nous allons reprendre ces points les uns après les autres. Le premier moment est celui du désir mimétique. Le mimétisme est un phénomène banal. Nous imitons les autres nous imitent. Où Girard devient original, c'est lorsqu'il attribue au mimétisme un rôle primordial, un rôle constant, un rôle systématique. Tellement systématique qu'il considère que même nos désirs sont le résultat du mimétisme. Selon lui, nous ne désirons rien par nous-mêmes, nous désirons quelque chose uniquement parce que nous avons vu quelqu'un d'autre le désirer. Nous allons laisser Molière nous expliquer ça dans une scène de Don Juan. Celui-ci explique comment il s'était pris d'une jeune paysanne. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui fut conduite ici par celui-même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit rencontrer ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par la jalousie. Oui,
Je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Vous avez entendu. Mon amour commença par la jalousie, le dépit alarma mes désirs. Voilà le désir mimétique tel que le conçoit Girard. Don Juan s'éprend de la paysanne parce qu'il voit qu'elle est désirée par quelqu'un. Et selon Girard, c'est exactement le même mécanisme dans tous les domaines, pas seulement celui du désir amoureux, mais aussi pour l'ambition professionnelle, dans la spéculation boursière, dans les choix patrimoniaux, dans la réussite des enfants, dans les questions de prestige social, dans la publicité, bien sûr. Vous voyez donc que Girard formule une théorie du désir bien différente de ce que nous pensons habituellement. Il l'illustre par le schéma triangulaire que vous avez à droite de cette planche, dans laquelle apparaît un troisième larron, le modèle, le médiateur, ainsi que le nomme Girard, c'est-à-dire celui qui nous suggère de désirer tel objet. Évidemment, comme il est peu flatteur de suivre des désirs suggérés par d'autres, nous préférons la théorie classique du désir, qui entretient l'illusion de notre propre originalité. Nous reviendrons sur ce point. Ce modèle, ce médiateur peut être lointain dans le temps ou dans l'espace, et ça ne pose pas de problème. Par exemple, Balzac disant de Napoléon, ce qu'il a fait par l'épée, je veux le faire par la plume. Napoléon est le médiateur de Balzac. Il lui sert d'exemple, ce qui nous offre la prodigieuse floraison de ses romans. Mais Balzac n'est pas un rival de Napoléon, ni dans le temps, ni dans l'objet de son ambition. Par contre, si le médiateur est proche dans le temps comme dans l'espace, alors apparaît la rivalité mimétique. Car nous désirons précisément ce que le modèle désire, puisque c'est le constat de son désir qui a fait naître le nôtre. Toutes les rivalités sentimentales dont regorge la littérature viennent de là. Vous me direz à nouveau que la rivalité est un phénomène banal, mais Girard en fait apparaître deux caractéristiques qui n'avaient pas été repérées avant lui. La première caractéristique qu'a repérée René Girard, c'est que les rivaux finissent par se ressembler, ainsi que le traduit cette caricature. C'est pourquoi Girard emploie le terme de double pour les désigner. Alors, dans le gabarit de cette intervention, je n'ai pas le temps de vous détailler comment on parvient à cette conclusion. En gros, comme leur désir est mimétique, le reste l'est également, langage, comportement, action, etc. Je vous demande de bien vouloir vous souvenir de ce point, car il est extrêmement important pour le management. Ce dessin humoristique illustre aussi la deuxième caractéristique de la rivalité mimétique que René Girard a mis en lumière. Qui est le grand absent de cette scène? C'est le client, bien sûr. Il est en principe l'objet du désir de chacun des deux protagonistes. Et voilà le second enseignement de Girard dans cette affaire de rivalité. L'objet du désir disparaît et seul n'existe plus pour les rivaux que leur rivalité. Vous pensez que c'est exagéré? Eh bien, souvenez-vous de la concurrence entre Coca et Pepsi, précisément. Dans les années 80, Coca stagne et Pepsi grimpe en flèche. Pour contrer son rival, Coca décide de faire évoluer sa recette. Ce sera le Coca-Cola New Taste. Et c'est un échec monumental. Coca-Cola ne redresse la situation qu'en revenant à la hâte à la recette classique. Que s'est-il passé? Il avait lancé la nouvelle recette dans l'obsession de sa concurrence avec Pepsi, en oubliant les clients qui ne demandaient qu'à continuer de savourer leur Coca habituel. Vous voyez que ce dessin caricatural traduit parfaitement, par l'absence du client, ce que Girard a mis en évidence. La rivalité elle-même devient petit à petit plus importante pour les rivaux que l'objet même du désir. Ces rivalités mimétiques engendrent la réciprocité violente, la vengeance. On rend à son rival le tort qu'on estime avoir subi de sa part et avec intérêt. C'est donc une escalade. Un petit extrait de la série Malcolm nous le montre. Vous y verrez aussi combien les rivaux, les rivales en l'occurrence, finissent par se ressembler.
Je veux bien croire que vous ne pensiez pas être pris sur le fait, mais vous avez cogné ma portière arrière. La moindre des choses serait de vous excuser. Et vous de parler sur un autre ton. Ça va pas diminuer sa cote à l'Argus. Je suis désolée. Vous voyez, comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors une crise va s'emparer de l'ensemble de la communauté. La spirale de la violence réciproque contamine petit à petit tous les membres. Pourquoi? Par mimétisme, tout simplement. Nous avons beau le savoir, il nous est difficile d'y échapper. Qui ne se lève lors d'une hola? Autre témoignage, la célèbre caricature lors de l'affaire Dreyfus. Chacun sait que son évocation déclenchera la bagarre, elle se déclenche quand même. Désir mimétique, puis rivalité mimétique, qui conduit à la crise dans la communauté, c'est le troisième moment de la théorie girardienne. Girard reprend au philosophe anglais Thomas Hobbes la formule de la guerre de tous contre tous. Cette spirale de violence est si forte que les communautés archaïques risquaient une disparition complète. Et c'est ici qu'intervient le quatrième temps de la théorie mimétique. La guerre de tous contre tous finit par se cristalliser sur une victime expiatoire et son massacre apporte la paix dans la communauté. C'est le bouc émissaire. Là non plus, je n'entre pas dans le détail du mécanisme, disons simplement qu'il arrive un moment où la terreur engendrée par la crise pousse chacun à rallier une unanimité, ou tout au moins une majorité, dans laquelle il ne se sentira plus exposé à la violence. Nous voyons ce quatrième temps à l'œuvre dans une scène de Furie, un film de Fritz Lang de 1936. Une fillette a été enlevée, tous les habitants de la ville se suspectent les uns les autres, ils finissent par mettre à mort un quidam étranger à la ville et qui n'a rien à voir avec l'affaire, et une sorte de paix revient. Cette sorte de paix est visible à la fin de la séquence sur les visages que filme Fritz Lang, visages fascinés mais soulagés de voir le poste de police brûler avec le quidam dedans.
Sheriff, we want to talk to this Wilson guy. Boys, keep out of this. There's no positive proof that the man you want to talk to is guilty. You elected me to do my duty, and I'm going to do it. There's Popeye the sheriff, man. You're diving in over your heads, men. Listen to reason. Stop acting like a lot of hysterical... I'm warning you. Don't make me use force. You're not up against just us here. More deputies with tear gas and rifles. Bar the door. Open the door. I can get them through the window. We'll bust you in. More bombs. We're almost out of bombs. Where's the National Guard? Where's Ralph? There. Where's Miller? Wife took him home. Why, the yellow... Wait a minute. What does that silence mean? Quiet. Up to the salad, men. There goes the dog. Finish him in. Hey, come back here. Come here. Ah, let it go. There we go. Take it away. There we go. Le bouc émissaire. Là encore, il s'agit d'un phénomène que vous connaissez. Vous l'avez croisé, il est banal. Mais la pensée de Girard trouve son originalité en ce qu'elle décortique jusqu'au bout les conséquences du phénomène. Et ce qui ressort de l'ensemble du processus, c'est le caractère étrange du bouc émissaire. Il est maléfique, puisqu'il y avait unanimité pour lui attribuer la responsabilité de la crise. C'est même pour cela qu'on l'a massacré. Mais son massacre a ramené la concorde dans la communauté, ce qui est un caractère bénéfique. Dans cette ambivalence entre maléfice et bénéfice, Girard voit l'origine du sacré. Il étudie les mythes religieux. L'Inde, Égypte ancienne, Grèce, Amérique précolombienne, peuples d'Afrique, etc. Et son étude confirme cette thèse. Elle révèle la présence systématique d'une divinité d'abord menaçante, puis massacrée et enfin bienfaisante. Vous en avez des exemples avec Dionysos et Osiris. Une ambivalence aussi intense, quelque chose d'à la fois maléfique et bénéfique, on ne la comprend pas. On invente alors l'étiquette sacrée, elle va désigner quelque chose qui nous dépasse, une transcendance. C'est la thèse du deuxième livre de Girard, La violence et le sacré. Le sacré est donc, selon lui, produit par la violence. Et nous parvenons au cinquième moment de la théorie mimétique, l'apparition de la culture. Voici comment cela fonctionne. Les sociétés archaïques, celles qui ont échappé au massacre généralisé, ont bien sûr cherché à éviter le retour de la crise mimétique. Elles ont inventé pour cela des institutions, des mythes, des rites et des tabous, en fait une religion. Les mythes sont des récits des origines. Ils racontent la crise de la communauté et sa résolution grâce au bouc émissaire devenu sacré. Ainsi, la communauté en garde-t-elle la mémoire. La crise est fondatrice. Pensez à la bataille du champ des Merles, le peuple serbe lui attribue sa naissance, alors que c'était pour eux une monumentale défaite. Une contradiction pareille s'explique avec la théorie girardienne et peut-être même seulement par elle. Les rites, ils sont une simulation, une répétition cérémonielle du lynchage du bouc émissaire. Pourquoi ?
afin de reproduire son effet bénéfique, à titre préventif, si l'on peut dire. Ainsi, Girard propose-t-il une explication aux sacrifices humains qui étaient restés jusque-là un mystère pour les anthropologues et les ethnologues. Enfin, les tabous, qui sont des interdits visant à éviter le déclenchement de la crise mimétique au sein de la communauté. Le plus célèbre et le plus universel d'entre eux est la prohibition de l'inceste, qui oblige à chercher sa femme en dehors du clan familial. Interprétation gérardienne, cela évite la rivalité mimétique entre frères ou parents proches. Dans la planche que je viens d'afficher, pardon, vous pouvez voir comment les structures culturelles, nos structures culturelles, découlent de ces trois éléments, les mythes, les rites et les tabous. Voici donc brossé à grands traits la théorie mimétique. Je résume, l'être humain est hypermimétique. Cet hypermimétisme engendre des rivalités. Ces rivalités contaminent la communauté tout entière et la conduisent à une crise dans laquelle son existence même est en jeu. Cette violence généralisée se cristallise sur un bouc émissaire dont le lynchage ramène la paix, et ce phénomène mystérieux engendre le sacré et à sa suite la culture. Quelle place occupe aujourd'hui la pensée de René Girard? C'est une pensée méconnue, admirée, mais qui suscite aussi des réticences. Donc voyons cela. Tout d'abord, Girard a fait carrière aux États-Unis. Il s'y est installé, ce que l'intelligentsia française prend de haut. Ensuite, il a beaucoup cité et commenté la Bible, car il pensait qu'elle contenait déjà l'anthropologie qu'il était en train de formuler. Girard ne fait pas de prosélytisme, mais vous savez bien que les références bibliques passent mal dans notre pays laïque. On lui reproche aussi de se mêler de tout sans être spécialiste de rien. Histoire, géopolitique, mythes, religion, ethnographie, psychologie, sociologie, littérature. Girard aura abordé tous ces champs. C'est en même temps sa force car, contrairement aux spécialistes, il nous propose, lui, une véritable synthèse. Cependant, le principal obstacle à la réception de son anthropologie est une raison de fond. Nous sommes tous et chacun réfractaires à entendre que nos désirs, même les plus profonds, même ceux qui définissent notre identité, ne seraient pas autonomes, mais imités. Nous tenons à notre originalité, à la légende de l'autonomie de notre désir. C'est ce qui motive de façon souterraine une bonne part des réticences à la vision de René Girard. Et cependant, cette anthropologie présente beaucoup de points forts. D'abord, c'est une grille de lecture et non pas une doctrine. Elle nous laisse libres, elle ne nous embarque pour aucune idéologie ou aucun militantisme. Certains disent que c'est une paire de lunettes. Ensuite, elle a reçu une confirmation scientifique, avec la découverte dans les années 90 des neurones miroirs. C'est la zone du cerveau qui, précisément, est le siège de l'imitation chez l'animal hypermimétique qu'est l'être humain. Enfin, et nous retrouvons quelque chose à quoi j'avais déjà fait allusion tout à l'heure, elle est économe en axiomes. Il y en a seulement deux, le désir mimétique et la cristallisation sur le bouc émissaire. La psychanalyse, par exemple, est amenée à multiplier les concepts pour rendre compte de ce qu'elle observe. L'inconscient, le ça, le moi, le surmoi, le complexe d'Édipe, le complexe d'Oreste, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Girard parvient à expliquer tous ces phénomènes à l'aide du seul désir mimétique. C'est son troisième livre, Des choses cachées depuis la fondation du monde. La pensée de René Girard est aussi une pensée ancrée. Elle ne sort pas du chapeau. Les conceptions de Girard se pressentent chez de nombreux philosophes. Platon, Aristote, Spinoza, des écrivains, Stendhal, Shakespeare, Dostoïevski, des spécialistes, Tocqueville, Mircea Eliade, etc. Enfin et surtout, cette théorie possède une formidable puissance explicative. Nous venons de le voir dans le domaine psychologique, mais Girard est aussi le seul à proposer une explication cohérente aux faits religieux, aux sacrifices humains, à l'universalité des tabous. Il explique la naissance de la violence
la naissance des conflits, jusqu'à l'histoire et à la géopolitique dans son dernier livre, Achever Clausewitz. Voilà tout ce qui fait que je me suis passionné pour cette pensée. J'aimerais maintenant vous montrer qu'il ne s'agit pas pour moi de contemplation spéculative, mais que cette pensée m'a accompagné tout au long de mon parcours professionnel. Alors, si vous désirez aller plus loin que cette présentation, le mieux est de consulter notre site de l'association Recherche Mimétique, où vous trouverez des références, des bibliographies, des vidéos. Vous pouvez aussi consulter notre blog L'émissaire, auquel Benoît faisait allusion tout à l'heure. Et puis, je profite de l'occasion pour citer, Benoît me taquine à ce sujet, mais enfin, le livre de Girard sur Shakespeare, intitulé Les Feux de l'envie, un livre que j'adore littéralement. Au prix d'une seule lecture, vous comprenez tout de Girard et tout de Shakespeare. On ne fait pas mieux en termes d'efficacité. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie de notre échange. Que peut apporter au manager la théorie girardienne? Je commencerai par une petite anecdote tirée de mon propre parcours pour illustrer combien l'entreprise est un lieu de mimétisme. En novembre 2011, Eike Batista, en bas à droite, vient voir Henri Proglio, le PDG d'EDF à l'époque, en bas à gauche. Batista est propriétaire de mines au Brésil. Il possède quelques centrales et veut se développer dans l'électricité. Il a besoin pour cela d'un grand partenaire européen. Proglio, c'est pourquoi il est venu voir EDF. Proglio consulte la direction financière, la direction internationale, la direction de la stratégie. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Le deal proposé par Batista n'offre pas le moindre intérêt. Globalement, Batista est un playboy qui a hérité de son père et il semble plus doué pour dépenser l'argent que pour le gagner. Or, 2011 est une année noire pour le secteur de l'électricité, et pas seulement à cause de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. E.ON est le premier électricien allemand et le leader de l'électricité en Europe. Il se prépare à annoncer 2 milliards de pertes, chose inconcevable dans un secteur si riche à l'époque. Pour préserver les nerfs de ses actionnaires, il fait une annonce fracassante lors de la publication des résultats. L'Europe est désormais sans perspective de développement pour l'électricité. L'avenir de son développement passe par l'international, en particulier les BRICS, si vous vous souvenez de cet acronyme qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. E.ON dévoile alors un plan grandiose pour se refaire, des acquisitions en Inde, en Turquie, au Brésil. Au Brésil, eh bien, MPX, la petite compagnie d'Eike Batista, bien sûr. Apprenant cela, Proglio passe un savon mémorable à son comité de direction. Le thème général du savon était celui de l'imbécilité de tous ceux qui l'entouraient, comparé au petit génie d'E.ON qui avait su dénicher pour leur patron, Johannes Theissen, c'est le monsieur que vous voyez en haut sur la planche. Donc, ils avaient su dénicher pour Johannes Theissen la pépite du futur. MPX n'était pas initialement désirable. Elle ne le devenait que parce qu'un autre l'avait désirée. C'est du désir mimétique à l'état pur du Girard dans toute sa splendeur. Pour achever l'anecdote, 5 ans plus tard, Batista est ruiné, MPX en faillite et E.ON éponge encore ses pertes. Mais venons-en maintenant. Hop là, pardon, voilà. Venons-en maintenant au management proprement dit. On peut d'abord, bien sûr, adopter une pétition de principe, une considération générale. L'anthropologie de René Girard permet de mieux comprendre le phénomène humain, donc les relations humaines, donc le management. Autre considération générale, une entreprise doit apporter un certain nombre de choses, un certain nombre de parties prenantes. Et les crises nuisent à cet objectif. Il appartient aux managers de les gérer et de les surmonter. Vous avez vu que d'une certaine façon, la théorie mimétique est une science des crises mimétiques en tout cas. Je vais essayer de vous montrer que nous pouvons être plus précis, sans tomber pour autant dans le registre superficiel de la recette managériale. Le premier point
c'est la question du sens. Rien de nouveau. Cette question est formulée depuis longtemps. Machiavel y voit une astuce pour garder le pouvoir. Elle prend ainsi un aspect conjoncturel. Si un prince est en difficulté, il sort de son chapeau un projet qui occupe ses ouailles comme un os à ronger. Il détourne ainsi leur attention et canalise leur énergie dans une autre direction que la remise en cause de son pouvoir. La théorie mimétique, elle, nous dit bien autre chose sur le même sujet. Elle nous dit que le besoin de sens est à la fois essentiel et permanent, tant pour un individu que pour un collectif de travail. Et le manager doit répondre à ce besoin. Plus précisément, il lui faut occuper la case du médiateur girardien aux yeux de ses troupes. Il doit incarner un désir, un but bien sûr qui puisse concerner tout le collectif de travail. Majorer ses primes personnelles, par exemple, ne répond pas à la question. Mais il ne peut pas se contenter de raboter et lisser tout ce qui grippe dans le fonctionnement habituel. Car le fonctionnement habituel, c'est la routine dépourvue de sens. Un projet mobilisateur, ce n'est pas d'arranger tout ce qui cloche, c'est de désirer quelque chose. Et cette exigence est permanente. Elle concerne tous les niveaux de management, du contremaître au PDG, du chef d'équipe au cadre supérieur. Donc, un premier renseignement, pour être un vrai manager, il faut désirer quelque chose pour l'équipe à la tête de laquelle nous nous trouvons, et quelque chose qui contienne de quoi être désirable pour les membres de l'équipe. Cette condition est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi que ce désir se communique. Et la théorie mimétique nous donne une deuxième clé, celle des caractéristiques du médiateur. Il doit être proche, mais pas trop. Il doit être différent, mais pas trop. Expliquons cela. Le médiateur doit être suffisamment proche pour que les personnes de l'équipe, tout simplement, puissent s'identifier à lui, le prendre comme modèle. Quelqu'un perdu dans une lointaine stratosphère ne peut pas devenir un médiateur du désir. Tout le monde n'est pas Balzac s'inspirant de Napoléon. Mais si le médiateur est trop proche, trop familier, il ne peut plus devenir un modèle, parce qu'il est déjà comme nous. Si vos subordonnés ne vous voient jamais, soit que vous soyez à 400 km, soit que vous restiez enfermé dans votre bureau ou que vous traversiez l'atelier sans un regard ou une poignée de main, il vous sera difficile de devenir le médiateur du projet que vous avez pour l'équipe. À l'inverse, vous ne le serez pas non plus si vous prenez tous les soirs l'apéritif avec eux en leur tapant sur le ventre. Nul n'est un héros pour son valet de chambre, écrivait Montaigne. Il faut avoir un petit plus exactement un petit autre, quelque part, qui puisse étonner et susciter un minimum de prestige ou d'admiration, car le mimétisme ne s'enclenche pas sans admiration. D'où cette dialectique entre éloignement et proximité, entre dissemblance et mimétisme. Laissons Jacques Perrin illustrer cela par un extrait du film Le Crabe-Tambour. Bonjour messieurs. Qui est de quart? C'est moi. Babour? Pardon? Excusez-moi, lieutenant. Quartier maître Babour. Je prends le commandement de la flottille à midi. En attendant, vous feriez bien de... Nous ne sommes pas des hussards de la mort, n'est-ce pas? Bien, commandant. Faites aussi barbouiller tous ces... Nous ne sommes pas des chasseurs de tête non plus. Merci. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Quels sont ici les éléments de distance? Il y a d'abord la tenue, impeccable pour Jacques Perrin, et au dernier degré de négligence pour l'équipage. Autre élément de distance, Jacques Perrin se tient en dehors du bateau. Et troisième élément de distance, il éloigne le temps. Je prendrai le commandement à midi. D'un autre côté, nous avons des éléments de proximité. D'abord, le chat.
vous avez vu que Jacques Perrin va le déposer de façon ostensible et le reprendre ensuite à la fin de la séquence. Ce chat signifie, pour Jacques Perrin, je suis une personne et pas seulement un uniforme. Comme élément de proximité, nous avons aussi et surtout la conjugaison. Nous ne sommes pas les hussards de la mort. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Il utilise le « nous » pour se mettre avec l'équipage, pour se mettre dans l'équipage. Il n'en est pas encore à incarner un projet, mais en disant ce que le groupe n'est pas, il s'empare déjà du registre du sens. Évidemment, dans le film, il s'agit d'un excellent officier. Incarner un projet, en devenir le médiateur pour son équipe, vous voyez que la théorie du désir de Girard a des choses à dire au manager. Et cela ne s'arrête pas là. Continuons avec le deuxième temps du système Girard, celui des rivalités. Vous vous souvenez que le mécanisme peut les engendrer. Il nous faut retenir que c'est un mécanisme normal. Si vous avez l'impression que votre adjoint vous concurrence ou veut prendre votre place, ne perdez pas de temps à vous lamenter d'être tombé sur lui. C'est simplement le mimétisme qui est à l'œuvre. Une petite scène de Shakespeare pour voir cela. Cassio et Iago sont deux lieutenants. Dans le film, Cassio sera l'homme aux cheveux noirs et Iago, le rouquin. Leur chef Othello se trouve à devoir choisir un adjoint. Il nomme Cassio, ce qui déclenche la jalousie de Iago. Celui-ci cherche alors à se venger tout en affectant d'être toujours l'ami de Cassio. Or, ce dernier commet une bêtise et se fait réprimander par Othello. Iago en profite pour assouvir sa vengeance. Il va conseiller à Cassio d'aller voir Desdémone, la femme d'Othello, pour qu'elle plaide la cause de Cassio auprès de son mari. Iago, pendant ce temps, éveillera la jalousie d'Othello en suggérant que Desdémone plaide pour Cassio parce qu'il est son amant. Le drame est alors sur les rails. Et vous voyez que ce n'est rien d'autre que la figure classique dans laquelle un collègue ou un collaborateur est un rival secret. Oh! Quoi? Êtes-vous blessé, lieutenant? Blessé incurablement. Ah, mais non, à Dieu ne plaise. Oh, j'ai perdu ma réputation. Ce qu'il y avait d'immortel en moi, je l'ai perdu, et ce qu'il me reste est bestial. Ma réputation, Iago. Ma réputation. Foi d'honnête homme, j'ai craint qu'on vous ait fait une blessure au corps. C'est plus douloureux qu'à la réputation. Mais enfin, il y a des moyens de retrouver les grâces du général. Il vous punit dans un grand accès d'humeur, et son châtiment est plus politique que méchant. Implorez votre pardon, il vous reviendra. C'est son mépris que je préfère implorer, au lieu d'abuser un si bon chef sur le compte d'un officier si indigne, si indiscret, si ivrogne. Mais qui donc poursuiviez-vous de votre épée? Que vous a-t-il fait? Je ne sais pas. Est-il possible? J'étais sous. Oh, mon ami le bon vin est un joyeux compagnon quand on en fait un bon usage. Il n'est pas bien de l'accuser. Et, mon cher lieutenant, je crois que vous croyez à mon amitié. J'en ai eu des preuves, monsieur. Voici le conseil que je vous donne. Notre général a une femme, et c'est elle le général. Confessez-vous avec franchise à Desdémone. Importunez-la. Elle saura vous faire rendre votre place. Ce lien rompu entre vous et son époux, suppliez-la de le renouer. Et ma fortune contre l'enjeu de votre choix, qu'après cette cassure, votre amitié sera encore plus solide qu'auparavant. C'est un conseil bien avisé. Inspiré par une très sincère, très profonde et très honnête affection. Je le crois volontiers. Bonne nuit, lieutenant. Je dois prendre ma garde. Bonne nuit, honnête Iago. En quoi suis-je un fourbe? Quand j'offre en toute franchise un conseil honnête et parfaitement logique qui le met sur la voie qui ramènera le mort à lui. Son cœur est si enchaîné à Desdémone et à son amour qu'elle peut faire et défaire toute chose à son gré, selon ce que son caprice lui dicte d'imposer à la faible nature d'Othello. Quelle fourberie y a-t-il à diriger Cassio sur cette parallèle qui doit le mener au succès? Hein? Divinité de l'enfer. Quand les démons veulent pousser à de noirs forfaits, ils les présentent d'abord sous de célestes dehors.
C'est ce que je fais, puisque, tandis que cet honnête sot priera Desdémone de refaire sa fortune et qu'elle viendra plaider sa cause auprès du mort, je verserai ce poison dans son oreille en disant qu'elle ne réclame cet homme que pour son plaisir charnel. Et par les efforts qu'elle fera pour défendre Cassio, elle ruinera tout son crédit auprès du mort. C'est la rivalité dans le cercle proche. Mais des rivalités apparaissent aussi dans le cercle externe. Cette planche vous montre quelques sigles. Ce sont des sigles d'acteurs qui comptent dans le domaine qui a été mon domaine professionnel. Prenons comme exemple la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui est en quelque sorte la haute autorité de l'audiovisuel pour les réseaux d'électricité et de gaz. J'ai eu l'occasion d'entendre son président, Jean-François Carinco, dire dans une allocution publique, voici quelques années, « Au fond, j'ai deux business units, Enedis et RTE. » Enedis et RTE sont les deux filiales de gestion des réseaux, d'EDF. Et business unit, c'est un terme du jargon qui désigne une filiale ou une direction opérationnelle. En l'occurrence, Jean-François Carinco joue au chef d'entreprise, ce qu'il n'est pas. C'est de la rivalité mimétique. Autre cas, les difficultés entre Enedis et RTE, chacun s'estimant, donc si vous voulez, Enedis, c'est les réseaux qui sont connectés à votre maison, et RTE, c'est les gros réseaux qui sont connectés aux centrales nucléaires. Et en fait, Enedis et RTE se disputent la gestion des réseaux de taille moyenne. Là encore, rivalité mimétique. Vous voyez également les sigles de la FNCCR et de France Urbaine. Ce sont des collectivités locales. Ce sont elles qui sont propriétaires des réseaux d'électricité et elles en délèguent l'exploitation à EDF et à Gaz de France pour le gaz. Cette situation engendre périodiquement des tensions. Par exemple, dans le livre blanc de 2012, une époque de désaccord entre les communautés, entre les collectivités locales concédantes et EDF, les concédants se considéraient comme les véritables exploitants des réseaux, ce qu'ils ne sont pas. Rivalité mimétique. Quant à la CGT, elle figure sur la planche. Je ne développe pas. Vous savez que ce syndicat aime à se présenter comme co-gestionnaire des entreprises publiques. Avions-nous besoin de la théorie mimétique pour faire ce constat? Non, bien sûr. Mais la théorie mimétique va faire beaucoup mieux. Elle va nous donner une clé pour rompre ou atténuer ces spirales de rivalité. Et cette clé réside dans un phénomène que nous avons signalé tout à l'heure. Les rivaux finissent par se ressembler. Et donc, pour atténuer ou rompre les spirales de rivalité, la théorie mimétique nous invite à souligner, voire accentuer les différences avec notre rival, nos différences avec notre rival. Je sais bien que c'est contre-intuitif. Habituellement, on se dit qu'il faut rechercher un terrain d'entente, il faut rechercher des éléments de rapprochement. Eh bien, c'est une erreur. Quelques exemples. Vous présentez un projet aux organisations syndicales. Ce n'est pas un bon plan que de dire que votre projet est largement inspiré par le bien-être du personnel, que vous avez réellement sa satisfaction en tête et tout ce genre de choses. En faisant cela, vous vous mettez vous-même sur le terrain de légitimité des syndicats, vous déclenchez vous-même la rivalité mimétique avec eux. Et plus vous insistez sur ce point, plus vous aggravez la tension. Au contraire, vous avez tout à gagner en soulignant la grande différence entre vos rôles respectifs. D'un côté, les syndicats représentent les intérêts des employés, et de l'autre, vous, manager, votre tâche est de trouver la meilleure articulation possible entre les attentes de toutes les parties prenantes, les salariés bien sûr, mais aussi les clients, mais aussi les actionnaires, mais aussi le contexte économique. Encore une anecdote avec la commission de régulation de l'énergie. À l'arrivée de Jean-François Carinco, le courant passe prodigieusement bien entre lui et le président d'Enedis de l'époque. À ce moment-là, j'étais directeur des études stratégiques d'Enedis. La conséquence concrète de cette bonne entente, les deux hommes décident d'établir une feuille de route commune entre la CRE et Enedis, qui sont désormais qualifiés de partenaires. Cette perspective m'a fait dresser les cheveux sur la tête.
en bon girardien que je suis. Une entreprise et son régulateur ne peuvent pas être des partenaires. Je m'inquiète que nous mettions les deux entités sur le même plan, ce qui est l'antichambre de la rivalité mimétique. Pire encore, cette feuille de route accentuait le parallèle par sa forme. Un tableau d'engagement à 2 colonnes, l'un pour la Creux, l'autre pour Enedis. J'ai eu beau expliquer le danger de faire cela, qu'il fallait absolument éviter cette symétrie. J'ai proposé la recette de la différenciation. Le projet est néanmoins parti et quelques mois plus tard, le mal était fait. Le fameux tableau Excel du partenariat entre guillemets permettait à la Creux de demander à Enedis des données et de lui suggérer des actions sans la moindre délibération du collège des commissaires, ce qui est pourtant un principe fondamental de fonctionnement du régulateur. Et comme personne à Enedis n'osait refuser, la Creux devenait petit à petit gestionnaire de fait de l'entreprise. Pas étonnant que son président voit ensuite en elle une business unit. J'arrête là les exemples. Réfléchissez simplement aux situations où vous avez un concurrent, dissimulé ou pas, et tâchez de trouver tous les éléments de différenciation possibles. Continuons à dérouler la théorie mimétique. C'est maintenant le tour du bouc émissaire. Alors, j'ai rencontré des managers, des dirigeants, des consultants et bien d'autres qui pensaient avoir découvert le saint graal du management dans le mécanisme suivant. On crée la cohésion d'un groupe en lui trouvant un ennemi commun ou une menace commune. C'est un bouc émissaire, puisqu'on lui attribue l'origine principale de tout ce qui arrive de mauvais au groupe. Et il est patent qu'un ennemi commun soude une équipe. C'est l'enseignement du juriste et philosophe allemand Carl Schmitt, qui s'est rendu célèbre avec ça. L'essence du politique est de désigner l'ennemi. En tant que girardien, je ne saurais contester ceci. Les communautés archaïques qui ont survécu sont précisément celles, selon Girard, qui ont su trouver un bouc émissaire. Néanmoins, le corps social d'une entreprise d'aujourd'hui n'est pas une communauté archaïque, enfin en principe. Et d'autre part, le recours à ce mécanisme est très dangereux. Pourquoi? Quel est le danger? C'est qu'il permet de se dédouaner trop facilement, de se trouver de bonnes excuses. Et ce faisant, le groupe n'a plus de regard critique à l'égard de lui-même et de sa propre action. Or, sans un regard critique sur soi-même, ou au moins réaliste et objectif, il est impossible de progresser et de s'améliorer. La saine recherche des causes se transforme en une liste d'excuses, c'est-à-dire de boucs émissaires. C'est la faute aux concurrents, aux régulateurs, à l'État, au personnel, aux syndicats, aux banquiers, à l'Europe, aux réglementations, aux actionnaires, à la conjoncture économique, aux clients, etc. Le diagramme de Porter généralisé que j'ai mis à gauche de la planche vous fournit la liste complète des candidats à ce rôle et il est facile d'en trouver vu le nombre. Le bouc émissaire, cela peut soulager sur le coup, mais cela empêche de résoudre réellement les problèmes. La peste d'Antibes survit à l'exil d'Édipe. Pardon pour cet atterrissage littéraire sur une anecdote qui ressort plutôt de l'école de commerce. Venons-en maintenant au chapitre des mythes, des rites et des tabous. La théorie mimétique en fait des outils pour prévenir la survenance des crises. Il est tout à fait loisible de les adopter et d'alimenter ainsi une culture commune. De ce point de vue, le secteur industriel où j'ai travaillé n'est pas en reste. Des récits légendaires structurent fortement la culture d'entreprise d'EDF et de Gaz de France. La nationalisation, le service public, le parc hydraulique, le compteur bleu, la construction des centrales nucléaires, etc. Je voudrais vous raconter une anecdote de plus petite échelle qui illustre l'impact des rites. Lors de la grande tempête de 99-2000, vous vous souvenez peut-être de l'ampleur des dégâts. 7 millions de foyers ont été privés d'électricité. 80% ont été rétablis en quelques jours, mais certains ont dû attendre plus de 3 semaines. J'avais été envoyé à Bayonne auprès du directeur régional pour animer la cellule de crise qui couvrait les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Devant l'équipe, nous avons installé solennellement 3 bougies rouges au milieu de la table en indiquant que nous les allumerions lorsque le dernier client serait réalimenté. Et je commençais chaque briefing par ces mots. Alors, quand va-t-on les allumer, ces bougies? C'est une petite chose, mais elle a marqué les esprits.
J'ai dû quitter Bayonne avant que tous les clients ne soient réalimentés. En fait, on m'envoyait en renfort à Périgueux, c'était une zone encore plus touchée que Bayonne, et là où c'est justement là où certains foyers restèrent sans électricité plus de 3 semaines. J'ai donc manqué la cérémonie d'allumage des bougies à Bayonne. Mais quelques jours plus tard, enfin quand cette cérémonie a eu lieu, j'ai reçu un grand nombre de coups de fil de la part de tous les collègues qui me disaient « ça y est Jean-Louis, on les a allumés ». C'est-à-dire qu'au-delà de mon départ, la plupart des collègues étaient restés dans la dynamique du rituel. Mais bien sûr, les rituels doivent avoir un sens. Sinon, voilà ce qui se produit. Le rite tourne à vide et n'est plus qu'un formalisme creux. Je vous propose enfin un dernier enseignement de la théorie mimétique, et pour cela, de faire un petit détour par un autre auteur, Irving Janis, qui a proposé en 1972 la clé de lecture de la pensée de groupe, Groupthink en version originale. Cette planche, pour vous la présenter en quelques mots. Une communauté va cristalliser sa vision autour d'une idée. Cette vision peut se crisper sur elle-même et devenir une pathologie, car elle empêche alors de voir la réalité en face. Les voix discordantes sont expulsées. Janis a tiré ce concept de l'analyse de plusieurs échecs dans la prise de décision politique, comme l'affaire de la baie des cochons, par exemple. Vous trouvez d'autres analyses aboutissant à la même conclusion chez Christian Morel, donc que je cite sur la planche. Janis ne connaissait pas Girard, mais son concept de pensée de groupe est doublement girardien. D'une part, la communauté crispée sur sa vision expulse les voix discordantes, qui contestent ou simplement font valoir d'autres points de vue que l'idée dominante. C'est là une des formes du mécanisme du bouc émissaire. Et d'autre part, l'alignement sur une vision unique est un effet mimétique. Il se rapproche du moment girardien où l'unanimité s'établit contre un bouc émissaire. Chez Girard, cet alignement est inconscient. C'est la nuance avec Janis, car dans le mécanisme de la pensée de groupe, certains sont bien conscients de la fausseté de la pensée dominante, mais ils affectent de s'y rallier par crainte d'être expulsés du groupe. Il y a toujours quelqu'un qui sait, mais le mécanisme de la pensée de groupe le fait taire. Christian Morel rapporte l'enquête sur l'accident de la navette Challenger. Plusieurs personnes savaient que le joint ne tiendrait pas, le feu vert pour le décollage a quand même été donné et la navette a explosé en vol. Que nous dit la théorie mimétique à ce sujet? Eh bien, elle nous dit d'écouter le point de vue des victimes émissaires, de ne pas se rallier sans réfléchir au point de vue des persécuteurs, entre guillemets, de se méfier des unanimités. Traduit en langage courant, cela veut dire savoir écouter les points de vue divergents, et même pour le manager, de créer les conditions de leur expression, d'aller les chercher, et de ne pas s'endormir sur des approbations unanimes, sur le registre « oui, chef, tu as raison, chef, je pense comme toi, chef », etc. Car souvent, elles cachent un alignement par la pensée de groupe. Voici 2 exemples. D'abord, un extrait du film « 13 jours », dont vous reconnaîtrez sans peine le sujet. Monsieur le Président, nos délibérations nous ont amené à la conclusion qu'un blocus sur les armes offensives à destination de Cuba est la meilleure option. Un soutien clairement exprimé de la part de l'Organisation des États américains nous donnerait un semblant de légitimité. Techniquement, un blocus est un acte de guerre. Par conséquent, nous recommandons d'appeler cette action une quarantaine. Espérons que la traduction russe se fera dans le sens que nous souhaitons. Effectivement. Oui. Il y a environ entre 20 et 30 navires soviétiques qui font route vers Cuba actuellement. À 1200 km des côtes, la marine les arraisonnera. Et tout navire contenant des armes devra faire demi-tour. Une quarantaine permet d'empêcher que de nouveaux missiles soient livrés à Cuba, mais elle ne fait pas disparaître les missiles qui s'y trouvent déjà. Elle offre aux soviétiques l'occasion de se replier sans déclencher la guerre. Et s'ils refusent de retirer leurs missiles, nous conservons l'option des frappes et de l'invasion. Une attaque furtive serait contraire aux idées que les États-Unis représentent. Cela ne laisserait aucune marge de manœuvre. Et la réponse inévitable des Soviétiques nous pousserait à entrer en guerre. Monsieur le Président, il y a toujours ceux d'entre nous qui pensent que la meilleure option est celle des frappes.
En choisissant le blocus, nous perdons l'avantage de la surprise stratégique et nous courons aussi le risque que les Soviétiques frappent les premiers notre territoire s'ils décident qu'ils doivent se servir de leurs missiles ou les perdre. Donc la quarantaine? Ou des frappes aériennes? Il y a une troisième option. Que ce soit l'un ou l'autre choix, nous courons le risque d'une guerre nucléaire. Donc il me semble peut-être que l'un d'entre nous ici présents devrait être un lâche. Et j'imagine que ce sera moi. La troisième option serait de faire un marché. Nous échangeons Guantanamo et nos missiles en Turquie contre le retrait des leurs de Cuba, sans passer par la filière habituelle. Et nous en attribuons l'idée à Utante. Utante ensuite la propose aux Nations Unies. Je ne crois pas que ce soit possible, Adlai. Je n'ai pas encore pris ma décision finale. Je vais demander aux chaînes de me laisser un créneau lundi soir. Et nous dévoilerons notre ligne de conduite. Ted, vous allez travailler les discours portant à la fois sur la quarantaine et sur les frappes. Eh bien, merci pour vos conseils, messieurs. Dans cette scène, vous avez un bel exemple de la pensée de groupe et de l'expulsion d'une voix dissidente. La scène est à peu près réelle puisqu'elle a été tournée d'après les mémoires du secrétaire général de la Maison-Blanche de l'époque. C'est le personnage joué par Kevin Costner, qui est le plus proche conseiller de Kennedy. Deux solutions sont présentées, mais en fait, elles sont identiques, elles conduisent à la guerre. La seule alternative véritable est le marché suggéré par Adlai Stevenson. Retrait des missiles en Turquie contre retrait des missiles à Cuba. Vous voyez qu'il s'excuse de mettre cette solution sur la table. Il ose à peine prendre la parole. Il est conscient d'être en dehors de la pensée de groupe. Plus tard dans le film, il dira à Kevin Costner à propos de cette intervention, « Vous avez vu comme je me suis tranché la gorge. » Voilà le sort réservé à celui qui est en dehors de la pensée de groupe. Il est neutralisé s'il ne se tait pas. Et c'est Kennedy lui-même qui prononce la sentence. « Je ne crois pas que cela soit possible, Adlai. » Il n'a pas besoin d'arguments, le dogme règne. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La sortie de crise se fera précisément par le marché recommandé par Stevenson, sauf qu'il restera secret et ne sera pas présenté à l'ONU. Kennedy et Khrouchtchev le concluront hors des canaux habituels et en contournant leurs états-majors et conseillers respectifs. Figure aussi sur la planche une photo. Il s'agit de l'équipe dirigeante de KEPCO, le propriétaire exploitant de la centrale de Fukushima. Après l'accident, KEPCO a argué de l'exceptionnalité du raz-de-marée et a protesté de son excellence industrielle. Puis la Diète japonaise, le Parlement, a ordonné une enquête et ses conclusions ont été saisissantes. KEPCO avait refusé les années précédentes des mesures qui lui avaient été proposées, comme hausser le mur de protection, installer des recombineurs d'hydrogène, ce sont des dispositifs qui évitent les explosions, de mettre les auxiliaires en haut de la falaise, etc. La division de production nucléaire de KEPCO s'était enfermée sur elle-même. Elle était devenue une caste qui se sentait au-dessus du reste de l'entreprise. Ses dirigeants formaient un microcosme consanguin. Ils tournaient entre le ministère, l'autorité de sûreté et KEPCO. Quand l'enquête a été rendue publique fin 2012, le staff de KEPCO a donné une conférence de presse, c'est la photo en question, pour présenter ses excuses au pays, et le doyen de l'entreprise a déclaré « Nous avons été victimes de la pensée de groupe ». Nous voilà au terme de cet exposé. Résumons tout ça. La théorie mimétique nous donne plusieurs pistes pour nous aider en matière de management. 1. Désirer quelque chose pour la communauté de travail que l'on dirige. 2. Savoir devenir le médiateur de son désir pour les membres de l'équipe. 3. Gérer les effets de rivalité et de concurrence par la différenciation. 4. Se méfier de la facilité de désigner des boucs émissaires. 5. Employer des récits et des rites pour entretenir une culture commune. 6. Éviter le piège de la pensée de groupe. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention et je crois que nous pouvons maintenant passer aux questions. Oui, bonjour Jean-Louis.
Salut Pierre. Salut. Tu parlais, enfin, tu as parlé à un moment donné de méthode pour contrer la pensée de groupe. Oui. Et où peut-on trouver ces méthodes? Alors, si tu veux, alors il y a quelqu'un qui a travaillé sur ces méthodes, c'est Christian Morel, qui est cité, si tu veux, au fil des planches. C'est un spécialiste, en particulier dans le domaine de l'aéronautique, et il a travaillé sur des procédures et des dispositions qui visaient, par exemple, à permettre aux copilotes, en situation de désaccord avec le pilote, d'instruire quand même la discussion. Les procédures précédentes étant qu'on obéit au chef et sans contester les décisions qu'il prend. Alors en même temps, on ne peut pas non plus introduire un débat permanent dans une cabine de pilotage. Donc tu vois, il a travaillé sur ce type de procédure. Donc si tu t'intéresses à la question, tu peux lire donc dans ses ouvrages qui s'appellent Les décisions absurdes. Il y a 3 tomes et tu trouves des solutions de ce type-là. Alors plus généralement pour le manager, alors je suis ennuyé parce que je vais donner une référence qui n'est pas glorieuse, mais c'est la référence du président Bush. Alors, pas le deuxième, le premier, le père. Et alors, lui avait conscience, en fait, de ces problèmes de pensée de groupe. Et paraît-il que chaque fois qu'il avait une réunion avec ses conseillers, il entamait la discussion en disant « Bon, je sais que nous avons raison. Mais dans ce que racontent nos opposants, est-ce qu'il y a quand même des choses qui pourraient nous être utiles ?» Tu vois, voilà un petit truc pour fonctionner. C'est le genre de choses, ce que je disais pendant le déroulé, c'était de dire il faut savoir aller chercher les voix discordantes. Alors, bien sûr, le manager, il doit aussi, il n'est pas là pour créer un happening où tout le monde, où ça part dans tous les sens. Donc, il faut trouver un équilibre. Tout est une question d'équilibre. Oui, enfin, parfois la pensée de groupe, elle est dans tout le groupe, je veux dire. Ah ben, parfois, le groupe, c'est le groupe oui. d'entreprise. Voilà. Mais la pensée de groupe, c'est un phénomène très dangereux. C'est un phénomène qui a coulé, Kepco en a été victime durement. C'est un phénomène qui a été, alors le cas a été analysé, il est célèbre, c'est le cas de Kodak. Kodak, c'est une boîte qui a fait faillite, qui s'est prise dans la pensée de groupe, c'est-à-dire que les dirigeants de Kodak ont systématiquement refusé et successivement refusé le photocopieur, l'appareil à développement immédiat, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le Polaroid, quoi. Et puis surtout l'appareil numérique, parce qu'ils étaient enfermés dans la pensée de groupe. Nous sommes des chimistes, nous gagnons notre vie en développant des pellicules, pas en vendant des appareils. Donc c'était inconcevable pour eux de passer à l'appareil numérique où il n'y a plus de développement et où on gagne sa vie en vendant des appareils. Donc ils étaient tellement figés sur leur manière de voir que, tu sais très bien que Kodak n'a pas pris le virage du numérique et en 2012, Kodak a fait faillite. Et alors le plus extraordinaire, c'est pour ça que c'est un cas d'école qui est souvent analysé, le plus extraordinaire, c'est que c'est un ingénieur des labos de recherche de Kodak qui a inventé l'appareil numérique qui s'appelle Steven Sasson. Il l'a proposé au comité de direction de Kodak qui l'a éjecté. Et puis, bon, la suite de l'histoire, c'est que les Japonais s'en sont emparés. Et puis, donc, l'appareil à pellicule a disparu. Donc, et là, vraiment, c'est le plus bel exemple, enfin, le plus bel, l'adjectif est mal choisi, mais c'est l'exemple typique des ravages que peut causer la pensée de groupe. Donc, c'est un phénomène dangereux. C'est pas simplement le dire, ah oui, n'oublions pas de demander l'avis des voix divergentes. Merci. Jean-Louis. Bonsoir Bernard. Merci beaucoup pour cette présentation remarquable. Toujours sur la pensée de groupe, qui est un sujet très, très intéressant, il y a une autre piste qu'on peut tirer, il me semble, hein, c'est celle de quelque part de la procédure judiciaire, c'est-à-dire finalement de la différenciation des rôles, c'est-à-dire du juge, de l'avocat, etc. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie professionnelle avec les procédures instituées d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que finalement, la différenciation, elle est en quelque sorte imposée.
Et ça évite effectivement cette prise en masse où le jugement est produit par un collectif indifférencié qui a l'alternative entre être un seul acteur unanime ou alors de s'opposer avec des conflits. Enfin, il y a l'alternative. Il y a deux camps qui peuvent apparaître et interdire toute conclusion. Mais merci de l'exemple que tu donnes. Là, j'avoue que je découvre, hein, mais ça va tout à fait dans ce sens-là. Les dangers du mimétisme, la face obscure du mimétisme, elle apparaît justement quand on fait un mauvais usage, ou on ne fait pas d'usage du tout de la différenciation. Là, je crois qu'effectivement, enfin, tu viens de le dire, la différenciation est importante. La différenciation est à gérer dans le cas de la pensée de groupe pour éviter effectivement les méfaits de la pensée de groupe. Elle est aussi utile, la différenciation, pour gérer les effets de rivalité. Ça, je l'ai développé dans le texte. Oui. Merci de l'exemple. Oui, si vous permettez. Oui, si vous permettez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la pensée de groupe, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la pensée de groupe, c'est justement le processus hystérique de la foule, donc c'est-à-dire du mimétisme des doubles, et qui conduit justement au recours du mécanisme du bouc émissaire. Oui, donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La pensée de groupe, c'est le moment où tout le monde se réfugie sur une unanimité de façade. Vous voyez, je reprends l'exemple de Kodak. Tous les dirigeants de Kodak de l'époque, ils pensaient qu'ils allaient couler la boîte si jamais ils se lançaient dans l'appareil numérique. Donc, on se réfugie autour d'une pensée, on n'entend plus le reste, et tout le reste, y compris un avis divergent à l'interne, il ne va pas être compris comme une contribution pour essayer d'améliorer ou de gérer correctement la situation. Il va être compris comme une atteinte, une attaque contre le groupe. C'est pour ça que dans l'exemple du film avec Kennedy, Steven Sasson, il se sent comme un traître. Et plus tard, il dit dans la scène, vous avez vu comme je me suis tranché la gorge. Mais trancher la gorge, c'est exactement le bouc émissaire. Donc vous avez parfaitement compris le mécanisme. C'est tout à fait ça. Et si je puis me permettre, dans la fonction du manager, il y a aussi ce que Isabelle Stengers apporte comme médiation justement à cette rivalité des doubles, sur le fait que, sur la notion de tiers diplomate, le manager comme fonction de tiers diplomate, c'est-à-dire celui qui traduit et trahit en même temps la cause qu'il est censé en fait négocier avec ses antagonismes. Alors, je ne connais pas l'auteur à laquelle vous faites référence. Mais effectivement, c'est une des croix du manager que d'être systématiquement en situation de compromis. Parce que le manager, au fond, il a à trouver un compromis entre les attentes de plein de personnes. Les clients, les actionnaires, la réglementation, l'administration avec la réglementation, les concurrents, trouver des nouveaux produits, etc. Et donc, quand il va trouver un compromis là-dedans, à chaque fois, vu du strict point de vue d'une des parties prenantes, vu strictement des clients, ou vu strictement des salariés, ou vu strictement de l'actionnaire, ça ne va jamais être suffisant. Et donc, il va donner aux yeux de tous l'impression de ne donner satisfaction à personne, si vous voulez. C'est ça, c'est en même temps ce qui est fascinant dans le métier, mais c'est un métier absolument nécessaire. Et cette position aboutit à… Alors, c'est Benoît qui faisait allusion à ça dans la précédente conférence, mais ça aboutit à ce que parfois le manager lui-même se trouve en situation de bouc émissaire. Et donc, d'où en fait ma question… c'est-à-dire, est-ce que finalement le manager n'est pas le fusible ou l'aspect que remplit les mythes à certains moments, c'est-à-dire d'invisibiliser la loi des persécuteurs, autrement dit, ne jamais interroger le modèle qui est à l'œuvre.
Ben c'est un risque, c'est-à-dire que, enfin, mon point de vue, c'est que le manager, il doit s'efforcer d'occuper la case du modèle, la case du médiateur, selon Girard, c'est-à-dire celui qui inspire le désir, celui qui va entraîner, alors que ce soit une équipe de foot, un hôpital, des pompiers, une organisation syndicale, une entreprise, etc. C'est celui qui doit entraîner, qui doit donner le mouvement, qui doit conduire le collectif vers un projet commun et partagé. Et si effectivement il en arrive à n'être que ce que vous indiquez, c'est-à-dire le fusible, ben, c'est ma vision en tout cas, c'est pas une réussite, quoi. C'est pas une réussite. Il en arrive là. Le fusible, c'est tout ce qui reste au manager qui a rien réussi à faire d'autre. Mais voilà, je vous dis franchement ma vision. Je comprends qu'on puisse ne pas la partager. Mais pour moi, en traduction girardienne, le rôle du manager, c'est ça. C'est porter un projet et l'incarner. Jean-Louis, merci beaucoup là, pour cette présentation. J'ai croisé un peu la pensée girardienne avec des analyses peut-être plus contemporaines de niveau logique de type pyramide de Diels. Et je me disais finalement qu'à travers le processus de Girard, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut aligner les gens sur des croyances, des valeurs, mais qu'il faut être extrêmement attentif à laisser des capacités, des comportements différents au sein de l'équipe pour éviter ce comportement de culture de groupe. Et voilà, je trouvais que voilà, les deux approches se croisaient bien. Oui, je suis d'accord. D'un côté, on a un groupe laissé à lui-même qui n'a pas de récit, qui n'a pas de référence, qui n'a rien de commun. Donc, c'est pas vraiment un groupe. D'un autre côté, on a le groupe qui est tellement enfermé. Alors, c'est un peu la pensée de groupe, mais ça peut être aussi une idéologie un peu excessive, c'est-à-dire qui n'accueille pas suffisamment de divergence de point de vue. Et c'est un groupe fermé sur lui-même et qui est en danger. Je suis d'accord avec cette analyse. Et le manager, il doit trouver un équilibre là-dedans. Pour laisser l'espace de liberté à chacun. Oui, très ton intéressant. intervention me va, oui. Excusez-moi, vous pensez vraiment que les modèles économiques qui sont à l'œuvre laissent la possibilité aux managers d'être aussi dans cette question du don contre don à l'intérieur de sa propre entreprise? Bah oui, je pense que oui. Je pense que enfin là, moi j'ai fait beaucoup de management et en particulier les plus de 20 ans sur du management, je dirais opérationnel, du management de terrain, pas du management de type état-major. Et on a le chemin, mais c'est un peu comme quand on fait de l'escalade, si vous voulez. Quand vous êtes au pied de la falaise, vous ne voyez pas où c'est que vous allez vous accrocher. Puis au fur et à mesure que vous montez, vous trouvez des prises, etc. Le management, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dirais que c'est c'est un art plus qu'une science hypothéco-déductive, si on peut dire, s'il vous plaît. Les règles du management, ça n'a aucun sens. Les règles du management, c'est une pratique. C'est un art. Et ça, vous le faites, vous arrivez dans une équipe, bon, vous voyez comment les gens réagissent, vous voyez ce à quoi ils sont sensibles, vous les écoutez, et puis vous allez trouver un équilibre. Et avec une autre équipe, ça sera une autre manière de s'y prendre. Justement, sur ce point-là, Jean-Louis, il y a deux dimensions dans la démonstration. Je dirais qu'il y a une dimension statique et une dimension dynamique. La dimension statique, c'est la recherche du compromis ou du point d'équilibre, et la dynamique, c'est le projet commun. Est-ce que pour toi, ces deux dimensions sont l'avers et l'envers d'une même médaille? Alors, disons que alors, ce qui va aider à trouver des compromis, c'est justement le fait d'avoir une vision, d'avoir un projet. Parce que
c'est ça qui va adosser finalement quelque chose qui va rendre le compromis acceptable. Quand le compromis est uniquement le résultat d'un rapport de force, d'abord, il ne va pas être satisfaisant pour certaines parties prenantes qui sont, pour une raison ou pour une autre, pas suffisamment puissantes. Et donc, le rapport de force laisse insatisfait. Par contre, si tu as un projet, eh bien, ça donne une référence pour permettre de progresser. Je vais me permettre de prendre un exemple dans mon parcours. Quand je suis arrivé en Corse, comme directeur délégué, c'était juste après, il y avait eu successivement l'assassinat du préfet Erignac, et puis il y avait le préfet Bonnet qui avait déclenché l'incendie des Paillotes. Donc je suis arrivé en Corse à un moment où la situation était extrêmement dégradée, l'État n'était plus respecté. Et alors, bon, en tant que EDF, c'est l'État. Donc, c'était vite vu. Et en arrivant en Corse, je constatais qu'il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de comptabilité, si on peut dire. Il n'y avait pas d'analyse comptable de la situation économique. Et le projet, ça a été quoi? D'entraîner les gens en disant on va redevenir une unité opérationnelle normale. On va avoir des comptes, on va avoir des résultats, on va savoir mesurer ce qu'on fait, on va pouvoir dire combien on est vis-à-vis des autres. Alors, ça a l'air très primaire, hein, mais enfin, je t'assure que ça c'est vraiment quelque chose qui permettait à tous les agents de Corse de dire, bah oui, on va devenir une équipe, une filiale normale d'EDF et non plus être dans cette exceptionnalité. Et quand tu as comme ça un adossement, eh bien, ça te permet de répondre, tu vois que c'est quelque chose de global, eh bien, ça te permet de répondre aux questions, de réagir face aux questions des uns et des autres. Enfin, je ne sais pas si je suis assez précis. Quand tu veux rien, si tu veux, c'est comme, je vais faire beaucoup plus court, c'est la métaphore de Sénèque. Quand tu sais pas sais pas quel est ton cap, il y a toujours, tu n'arrives jamais nulle part. Quand tu as un cap, quand tu veux quelque chose, il peut y avoir des difficultés, mais au moins, il y a un effet d'entraînement. Oui, mais en fait, c'est une forme de causalité. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Oui. Ben voilà, c'est ça. Parce que c'est une forme de causalité circulaire, parce que est-ce que c'est le projet qui naît du compromis ou le compromis qui naît du projet? Effectivement, c'est circulaire. Oui, la poule et l'œuf. Je veux dire que c'est la poule et l'œuf. Tu arrives, tu vois qu'est-ce qui manque, tu vois qu'est-ce qui pourrait entraîner les gens. De quoi il y a besoin, les attentes des uns et des autres, quel est le rapport de force, est-ce que le rapport de force correspond à un rapport de légitimité, etc. Tu regardes tout ça et après, ça te donne un projet. Et après, au nom de ce projet, tu vas entraîner les gens. Oui, il y a de la circularité là-dedans, absolument. Alors justement, il y a une question d'une personne qui assiste à notre rencontre, là, qui n'a pas pris la parole et qui ressemble un petit peu, qui est un petit peu dans la même ligne que la discussion que nous venons d'avoir. Que pensez-vous de la mode actuelle de certaines startups où tous sont sur un pied d'égalité? Quels sont les risques et les avantages d'une telle organisation? L'égalité, je pense que l'égalité affichée, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas être hypocrite. Il y a différents niveaux. Et d'ailleurs, ça, c'est très girardien. La crise du degré, la crise de la hiérarchie, hein, le monologue d'Ulysse dans Troilus et Cressida, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on dissout toute hiérarchie, mais qui imite qui, il n'y a plus de modèle et on n'a pas d'effet d'entraînement. Et tout le monde sait très bien que quand on est dans des startups où règne la soi-disant égalité, c'est un leurre. Il y a ceux qui ont mis de l'argent dans la société et ceux qui n'en ont pas mis. Il y a ceux qui ont eu l'idée qui tire la société et ceux qui l'ont pas, qui travaillent derrière. Donc, il y a toujours un effet de hiérarchie. Ce qui est important, il ne faut pas nier la hiérarchie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le respect mutuel entre les membres de l'équipe. Et ça, c'est différent. Et le respect, il n'est pas incompatible avec la présence de la hiérarchie, d'une hiérarchie.
Y a-t-il d'autres C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, bon, la question girardienne, c'est que la hiérarchie est censée justement mettre des médiateurs, en fait des obstacles à la question de la violence des semblables. Oui. Mais en même temps, la question de la hiérarchie peut potentiellement les exacerber aussi en fonction justement de la reconnaissance qu'elle donne aux uns et aux autres. Exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le déséquilibre des zones d'influence des expertises? Certaines expertises, c'est peut-être un phénomène un peu français, je ne sais pas s'il dure encore, un peu de l'intelligence pyramidale. C'est-à-dire que celui qui est au sommet de la hiérarchie surcode tous les savoirs de ceux qui sont en dessous, ce qui tend à dévaloriser certaines expertises qui sont essentielles, mais qui sont déséquilibrées sur le plan du pouvoir et de leur zone d'influence. Et ça peut faire dériver tout le système. Alors ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'un chef se définisse vis-à-vis de son subordonné en disant « je sais tout ce que tu sais et quelque chose en plus ». Parce que le subordonné, dans ce moment-là, il ne se sent pas respecté et surtout, il n'a pas de différenciation qui est propre. Il faut absolument que chacun dans l'équipe ait une zone de différenciation. C'est-à-dire que le chef, ce n'est pas celui qui sait tout ce que fait le subordonné plus quelque chose d'autre. Il a un domaine de compétences dans lequel il y a une intersection, il y a un recouvrement avec le subordonné, mais il fait des choses que le subordonné ne fait pas. Moi, j'ai eu sous mon autorité des soudeurs. Bon, je ne sais pas souder. Et ça ne m'a jamais gêné de ne pas savoir souder. Et vous avez des chefs qui prennent leur métier en disant « Ah ben moi, ce que tu sais faire, je sais… » en disant à leurs subordonnés « Ce que tu sais faire, je sais le faire aussi. » Eh bien, c'est une voie d'échec. C'est une voie d'échec pour plein de raisons et des raisons girardiennes. D'abord parce qu'il se met en concurrence sur le terrain de l'autre et surtout, il n'accepte pour l'autre, pour son subordonné, aucun élément de différenciation. C'est-à-dire qu'in fine, il ne le respecte pas tellement. Donc ça, c'est effectivement une vision, cette espèce de vision par empilage. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on en sait et on sait ce que savent les autres en dessous. Non, ça, c'est une erreur. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée que le manager modèle serait justement celui qui ne tire sa compétence que de la valorisation des compétences des autres? Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas, oui. Oui, oui. C'est dans la formulation que je suis un peu gêné. Tirer sa compétence de la compétence des autres, enfin, je pense que dans votre idée, il y a une autre manière de le formuler qui dévalorise moins la compétence des autres. Le manager, il n'exploite pas la compétence des autres. Il permet qu'elle s'exprime dans un projet. Et à ce moment-là, tout le monde se sent mieux dans le projet. Mais c'est une question de formulation. Hein. Sur le fond de l'idée, je pense qu'on est d'accord. Bonjour. S'il n'y a pas de questions, je vais lever la main. Merci, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je vais réfléchir notamment dans mes négociations entre guillemets syndicales. J'ai une question quand même. Gérard n'aime pas beaucoup la rivalité mimétique, mais les entreprises aiment bien l'utiliser en interne, notamment, soit en créant des rivalités entre managers qui veulent arriver à un certain niveau, soit même, je pense à des groupes comme Pernod Ricard ou PSA, Peugeot Citroën, qui ont choisi délibérément d'avoir une structure décentralisée et de jouer une sorte de rivalité entre leurs filiales, entre leurs marques. Et au fond, ça marche pas mal et le capitalisme, il a besoin de rivalité, enfin, il a besoin d'émulation en tout cas. Et si la direction joue le rôle, au fond, joue son rôle, c'est un peu le bouc émissaire aussi pour Gérard Leroy, donc ça peut marcher, non? Donc,
voilà, est-ce qu'il n'y a pas des cas où le capitalisme est plutôt favorable à la rivalité? Disons que là, ce que vous évoquez me fait penser à la nature finalement ambivalente du mimétisme. Parce qu'effectivement, le mimétisme et la rivalité mimétique, spontanément, on a tendance à la voir comme un phénomène négatif, mais n'oublions pas quand même que le mimétisme, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet de devenir humain. Et donc, il y a un côté très positif dans le mimétisme. Dans une, comment dirais-je, dans une saine concurrence, dans une logique d'émulation, c'est également très positif. Et donc, la grande difficulté, c'est d'arriver à... Et c'est un art, c'est pas quelque chose qui va se déduire d'une équation ou d'une formule toute simple. C'est d'arriver à trouver un espèce d'équilibre pour tirer le bon côté du mimétisme, c'est-à-dire, en particulier, je pense à l'émulation, au fait que chacun ait envie de bien faire, ait envie de faire progresser l'entreprise, et puis d'éviter de sombrer effectivement dans la rivalité nuisible où on oublie finalement l'objet de ce qui devrait faire le progrès, et puis finalement tout le monde s'épuise dans une rivalité qui n'a aucun sens. Donc, moi je dirais, voilà, le mimétisme, il y a une face lumineuse, et dans cette face lumineuse, il y a la concurrence, la saine concurrence, il y a la bonne émulation, et ça, il ne faut pas le jeter.